On va passer au quatrième dossier. Il s'agit de Monsieur P, 54 ans, travailleur intermittent du spectacle dans les éclairages, qui est fumeur occasionnel et sans autre antécédent. Il vient vous consulter pour une tuméfaction rétromandibulaire gauche isolée qu'il a remarquée depuis environ 3 mois. À l'examen, il existe une tuméfaction de 5 cm de diamètre environ, ferme, indolore, superficielle et n'adhérant pas au plan profond. Il n'y a pas d'adénopathie palpable. Vous remarquez que l'œil gauche se ferme de façon incomplète. À l'inspection buccale, l'écoulement salivaire aux orifices des canaux de sténon est sans particularité et le reste de l'examen clinique est normal. Donc, première question, quel diagnostic évoquez-vous ? Ça, c'est une question où on vous demande juste un diagnostic. Quand on vous demande juste un diagnostic, vous commencez par dire le diagnostic et ensuite vous justifiez, même si on ne vous demande pas de justifier. C'est important. Donc, ici, il s'agit vraisemblablement d'une tumeur parotidienne gauche qui semble maligne. Il faut bien mettre tout, le côté c'est important. Et vous pouvez commencer à vous mouiller sur maligne, car il s'agit donc d'une tuméfaction rétromandibulaire gauche, ferme, qu'il n'y a pas de fièvre ou de pus à l'orifice du sténon et qu'il existe une parésie faciale homolatérale périphérique. Donc vous pouvez ici vous mouiller sur le fait que c'est malin, puisque vous avez manifestement une paralysie faciale, ça c'est important. N'oubliez pas non plus de parler des signes négatifs. Si on vous précise qu'il n'y a pas de pus à l'orifice du canal parotidien, il faut que vous le remettiez dans votre justification. Même si ça ne va pas du tout avec le reste du tableau, n'oubliez pas de le mettre, c'est important. Donc on va profiter de cette première question avec cette notion de paralysie faciale périphérique pour faire 2-3 petits rappels sur la paralysie faciale périphérique et la paralysie faciale centrale, avec notamment un petit schéma pour vous expliquer un petit peu les mécanismes des différences entre ces deux types de paralysie. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire de l'anatomie très compliquée parce que je ne suis pas très douée en anatomie. Donc on va juste dessiner le noyau du 7 de ce côté-là et le noyau du 7 de ce côté-là de 2 couleurs différentes, et ensuite on va faire un petit bonhomme avec un petit visage, voilà, et donc les cadrans du visage, homo et contralatéraux. Donc, en fait, en pratique, vous avez donc la partie supérieure du visage qui va être innervée par le 7 superficiel de ce côté-là, hop, ça décroise, et ça va innerver la partie contralatérale supérieure du visage. Ensuite, vous avez la partie inférieure du noyau du 7 qui va envoyer également des fibres. Ça décroise pour aller innerver la moitié inférieure du visage de l'autre côté. D'accord ? Ça, c'est normal. Ensuite, de l'autre côté, pareil, la partie supérieure du noyau du 7 croise, envoie des fibres pour aller innerver la partie supérieure du visage de l'autre côté. C'est classique. De la même façon, la partie inférieure du noyau du 7 va envoyer des fibres pour innerver la partie inférieure du visage de l'autre côté. Là où ça se complique un petit peu, c'est qu'en fait, le noyau du 7 supérieur, il va aussi envoyer des fibres pour aller innerver le visage homolatéral, du même côté, la partie supérieure. D'accord ? Et que le noyau du 7, de ce côté-là, il va envoyer des fibres directement pour aller innerver la partie supérieure du visage homolatéral. Donc en fait, avec tout ça, si jamais vous avez une lésion sur le facial, on fait une lésion ici, et bien il n'y a plus rien qui bouge de ce côté-là, on est d'accord, puisqu'il n'y a plus aucune déterminaison nerveuse qui est reliée. Ça, c'est une lésion sur le facial droit. Vous avez une paralysie faciale périphérique droite. Toute la partie droite du visage, le cadran supérieur et le cadran inférieur, vont être paralysés. Tandis que si vous avez un problème central sur le noyau du facial de ce côté-là, le noyau noir, vous avez toutes les fibres noires qui ne vont plus marcher. D'accord ? Donc ça va vous faire une paralysie de ce côté-là, toutes les fibres noires ne marchent plus, sauf qu'en fait, le truc, c'est que la partie supérieure du visage contralatéral, elle est certes innervée par la partie supérieure du noyau du 7 qui est lésée, mais comme elle est aussi innervée par la partie supérieure du noyau du 7 homolatéral, eh ben, le cadran supérieur du visage va bouger.
C'est pour ça qu'il y a une différence de symptomatologie entre la paralysie faciale centrale et la paralysie faciale périphérique. Donc si on fait un petit tableau récapitulatif des symptômes pour différencier les deux types de paralysie faciale périphérique et paralysie faciale centrale. Donc vous avez ici une paralysie faciale périphérique, ça va être une lésion du noyau homolatéral ou du nerf facial. Tandis que une paralysie faciale centrale, ça va être une atteinte supranucléaire du faisceau contralatéral. Donc en fait, là, vous avez le territoire facial supérieur et inférieur qui ne bouge plus, tandis que là, vous avez uniquement le facial inférieur. Territoire facial inférieur qui ne bouge plus. D'accord ? Donc, en fait, comme signe, vous allez avoir ici un signe qui s'appelle le signe de Charles-Bell, qui est au moment de la fermeture de l'œil qui ne se ferme pas avec une rotation vers l'extérieur de la pupille au moment de la fermeture de l'œil. Et ensuite, vous avez un autre signe qui s'appelle le signe des cils de Souck. C'est quand vous avez une paralysie faciale périphérique frustre. Si vous demandez, c'est-à-dire pas complète, des fois l'œil il se ferme quand même, mais il se ferme moins bien. Et si vous demandez aux gens de fermer les yeux le plus fort possible, normalement ça cache les cils. Et le signe des cils de Souck, c'est que du côté de la paralysie faciale, vous allez voir les cils que vous ne voyez pas par contre de l'autre côté. D'accord ? Ça, c'est les deux signes cliniques typiques de la paralysie faciale. Et enfin, la paralysie faciale périphérique, il n'y a pas de dissociation automatico-volontaire. Alors ça, c'est un nom un peu barbare. Ça veut dire qu'en fait, alors que par contre, elle y est dans la paralysie faciale centrale. C'est un truc un peu barbare pour vous dire que si vous demandez à quelqu'un de sourire, s'il a une paralysie faciale centrale, il ne va pas y arriver. S'il a une paralysie faciale périphérique, non plus. Mais si vous rentrez dans la pièce et que vous dites bonjour et que vous souriez, un patient qui a une paralysie faciale centrale, il va vous sourire en réponse alors qu'il est paralysé. Ça s'appelle la dissociation automatico-volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on demande aux gens de faire un mouvement, ils ne vont pas y arriver. Si c'est un mouvement, le mouvement volontaire, ils n'y arrivent pas. Tandis que le mouvement réflexe, il va être conservé. C'est ça la dissociation automatico-volontaire. Et il y en a pas dans la paralysie faciale périphérique. On n'arrive pas à sourire, que ce soit un sourire réflexe social ou que ce soit un sourire sur commande. Bon, donc ça, c'est des notions de sémiologie un peu basiques, mais qui sont quand même importantes et qu'il faut bien que vous ayez en tête pour pouvoir répondre aux questions et pour pouvoir faire une analyse correcte de la sémiologie des patients dans les dossiers. Je vous conseille de faire un petit tableau avec les deux types de paralysie faciale en mettant bien en parallèle tous les signes qui sont tous contraires en fait. Donc la question numéro 2, quel bilan vous proposez à ce patient ? Donc il va falloir que vous lui proposiez donc, un scanner cervico-facial avec injection, une IRM cervico-faciale avec injection. Au passage, l'IRM c'est meilleur que le scanner pour les glandes salivaires, mais encore une fois, c'est pas faux de demander un scanner, donc demandez les deux. En ORL, vous posez pas de questions métaphysiques, demandez toujours une IRM et un scanner injecté. Ensuite, si vous voulez pas vous mouiller, vous écrivez qu'il faut discuter la cytoponction parotidienne, parce que c'est un examen qui déclenche un peu des patients en ORL, qui est très dépendant d'une école à l'autre. Il y a un peu tout qui a circulé sur la cytoponction. Il y a des gens qui disaient que ça essaimait les tumeurs, il y a des gens qui disaient que ça servait à rien parce que ça faisait que retarder le diagnostic. Globalement, c'est vraiment une affaire d'école. Donc, si vous voulez montrer que vous avez travaillé, vous l'écrivez quand même et vous ne la proposez pas comme si c'était la panacée. Vous mettez « discuter la cytoponction parotidienne ». C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, là, je ne l'ai pas coté ici, mais je pense vraiment que dans les années qui vont venir, ça va être un examen qu'il va falloir faire de plus en plus fréquemment. Moi, le service où je suis, c'est un truc qu'on fait de façon courante. Mais étant donné les discussions qu'il y a là-dessus, je ne peux pas coter la cytoponction.
Ensuite, étant donné que vous sentez bien que c'est un problème malin, hein, il faut que vous commenciez votre bilan d'extension. Hein. Donc là, on a fait le bilan de la tumeur. Votre bilan d'extension, c'est donc un scanner pulmonaire ou une radiothorax de face plus profil, une échographie abdominale avec un bilan hépatique complet. Et n'oubliez pas de proposer la consultation d'anesthésie avec le bilan préopératoire, puisque dans le cas du cancer de la parotide, exceptionnellement, c'est un cancer où vous allez avoir la NAPAT qu'une fois que vous aurez opéré le patient, en fait. Hein, d'accord ? Donc il faut que vous commenciez à vous lancer dans le bilan d'extension alors que vous n'avez pas vraiment le diagnostic de cancer, en fait. Encore un dernier petit aparté, la biopsie de parotide, pourquoi ça se fait pas, pourquoi ça n'existe pas, pourquoi c'est zéro à tout ce que vous voulez au cadre du dossier, c'est parce qu'au milieu de la parotide passe le nerf facial et que quand on fait une biopsie au pif, on risque de s'embrocher le nerf facial globalement. Donc on ne fait pas une biopsie de parotide parce que même si on ne s'est pas abîmé le nerf au moment où on a fait la biopsie, après, redisséquer la parotide, si vous êtes déjà passé en faisant une biopsie n'importe comment, ça va être très compliqué de garder correctement le nerf facial. Donc, une biopsie de parotide, c'est une hérésie complète, ça n'existe pas. Hein. La seule façon d'avoir un diagnostic ANAPAT sur une parotide, c'est de faire une parotidectomie exofaciale, c'est-à-dire de retirer tout le lobe superficiel de la parotide, c'est-à-dire la partie de la parotide qui est en dehors du nerf facial, et de l'envoyer pour examen histologique extemporané. Ça vous permettra d'avoir un diagnostic. On ne fait pas de biopsie de parotide, ça n'existe pas. Donc on va passer à la question numéro 3. Donc vous avez à nouveau un examen complémentaire qu'il va falloir commenter. Donc vous commencez par dire qu'il s'agit d'un scanner cervico-facial en coupe horizontale. Vous voyez qu'il est injecté puisque vous voyez que les vaisseaux sont hyper denses. Vous essayez de dire à peu près à quelle hauteur vous êtes. Donc là, vous êtes manifestement à la hauteur des parotides. Vous pouvez aussi dire que vous voyez les sinus maxillaires. C'est pas mal, ça montre que vous avez compris où est-ce qu'on était dans le visage. Et ensuite, vous décrivez l'anomalie. Donc là, vous avez vu qu'il y avait une masse gauche à contour irrégulier qui prend le contraste de façon assez hétérogène dans la parotide gauche. Et donc ça, vous pouvez vous mouiller un peu et dire que c'est assez évocateur d'une tumeur maligne de la parotide, vu qu'elle a quand même toutes les caractéristiques d'une tumeur maligne, avec ses contours complètement difficiles à suivre, cette prise de contraste hétérogène, etc., etc. Quelle est la nature la plus probable de la tumeur ? Alors, c'est important de ne pas se lancer dans des diagnostics histologiques détaillés sur des examens d'imagerie, parce qu'il n'y a que l'histologie qui va vous dire exactement de quel type de tumeur il s'agit. Il faut savoir que les tumeurs malignes de parotide, c'est des tumeurs rares, que les tumeurs de parotide, c'est 80% des tumeurs bénignes quand même. Donc, vous ne lancez pas dans un diagnostic histologique invraisemblable là-dessus. Ça ressemble pas mal à un adénocarcinome, mais c'est encore une fois quelque chose que vous n'avez pas à savoir. Ça pourrait aussi très bien être un mucoépidermoïde. Ça ressemble pas du tout à un carcinome épidermoïde de parotide, qui est une tumeur qui est plutôt chez le vieux et qui ressemble pas du tout à ça. C'est pas quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Dernier petit truc au passage, dans les livres vous avez le cystadénolymphome. Cystadénolymphome, ça fait très peur, mais c'est une tumeur bénigne. De la parotide, c'est une tumeur kystique complètement bénigne. C'est pas parce qu'il y a lymphome dedans que c'est forcément une tumeur maligne. Oui, et quels sont les facteurs de risque de tumeur maligne de la parotide ? Il n'y a pas de facteur de risque de tumeur maligne de la parotide. En fait, on ne sait pas pourquoi il y a des gens on ne sait pas pourquoi il y a des gens qui font des tumeurs bénignes de parotide. On ne sait pas non plus pourquoi il y a des gens qui font des tumeurs malignes de parotide. Il y a des gens qui ont parlé du téléphone portable, là, mais ça n'a pas été démontré. La seule chose qu'on pourrait dire dans les facteurs de risque, c'est que si on a un adénome pléomorphe, qui est donc la tumeur bénigne de parotide la plus fréquente, et qu'on laisse vieillir, il y a un risque de cancérisation au bout de 10 ans d'évolution. Bon, ça fait des petits foyers d'adénocarcinome. Voilà. Si vraiment vous voulez chercher un facteur de risque, c'est un facteur de risque. Sinon, il n'y a pas de facteur de risque de cancer des glandes salivaires. C'est pas un cancer qui est lié à l'alcool et au tabac, comme les cancers des VADS notamment. On va poursuivre et passer donc à la question numéro 4. On vous demande comment vous allez pouvoir confirmer votre diagnostic. Et comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir de la NAPAT, vous le savez, puisque c'est un dossier de cancéro, mais c'est un peu particulier dans les glandes salivaires. Vous n'allez pas pouvoir faire de biopsie et vous n'allez
faire le traitement en fait et le diagnostic dans le même temps. Donc en fait ça, il faut savoir les phrases de façon bête et méchante. Vous allez donc réaliser sous anesthésie générale une parotidectomie exofaciale ou une parotidectomie superficielle, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire qu'on enlève le lobe superficiel de la parotide, qui est donc la partie de la parotide en dehors du facial, qui va être conservatrice du facial si possible, avec un examen histologique extemporané qui va vous confirmer le diagnostic de tumeur maligne. Et vous précisez que ça va être chez un patient qui va être préalablement prévenu du risque de paralysie faciale définitive en post-opératoire, particulièrement ici où, d'une part, c'est une tumeur maligne. Ensuite, vous avez vu qu'il y a déjà une paralysie faciale en préopératoire, donc il y a un risque assez important que le facial soit envahi par la tumeur et que vous soyez donc obligé de le sacrifier. D'accord ? Il va aussi falloir que vous fassiez un examen histologique définitif de la pièce de parotidectomie qui, lui, vous donnera le diagnostic de certitude. Donc c'est le seul moyen que vous avez de confirmer le diagnostic. La cytoponction, il y a des faux positifs malheureusement. Il n'y a aucun autre. L'imagerie, ça ne vous permet pas de faire un diagnostic histologique. Vous ne pouvez pas confirmer le diagnostic autrement qu'en faisant un examen histologique. 5e question, si ce diagnostic est confirmé, quels sont vos principes de prise en charge? Alors, on remet ici la parotidectomie, puisque je vous ai dit, ça permet à la fois le diagnostic, mais c'est aussi le traitement. Donc, vous détaillez bien. Vous commencez donc par une parotidectomie exofaciale avec un examen histologique extemporané en faveur d'une tumeur maligne. Donc, à la ligne, vous allez donc totaliser la parotidectomie, complétez votre geste en retirant également le lobe profond de la parotide, qui est le lobe qui est en dedans du nerf facial. Et vous précisez ici qu'il faut qu'elle soit conservatrice du facial si c'est possible. Ou si jamais vous avez besoin de sacrifier le 7, vous le sacrifiez le 7. Ici, par exemple, il est atteint cliniquement, donc il y a quand même des risques que vous soyez obligé de le sacrifier. Ensuite, vous complétez le geste par un évidement ganglionnaire cervical homolatéral. Comme vous avez déjà une paralysie faciale dès le début, vous n'oubliez pas de parler des soins oculaires. Quand vous avez un dossier avec une paralysie faciale, tout de suite vous mettez un petit coup de fluo. Il va falloir que vous casiez quelque part 3 trucs. Occlusion palpébrale nocturne de l'œil, larme artificielle, kinésithérapie, autokiné de rééducation. Ça, c'est 3 trucs importants. Le traitement de la paralysie faciale périphérique, c'est ça. Ensuite, dossier de cancéro, discuter le dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire, qui est obligatoire depuis le plan cancer 2004. Une radiothérapie adjuvante. Dans les prises en charge de cancéro, il ne faut pas oublier de faire une demande de prise en charge à 100% au titre de l'ALD numéro 30. Et vous pouvez proposer aux patients également une prise en charge psychologique, parce que se retrouver à 35 ans avec un cancer, c'est déjà pas rigolo. Se trouver à 35 ans avec un cancer et une paralysie faciale périphérique, c'est encore moins drôle. 6e question, vous allez perdre de vue ce patient et il va consulter plusieurs années après. Son généraliste lui a prescrit un nouvel examen complémentaire. Vous devez le décrire. Donc, il s'agit ici d'une radiographie thoracique de face présentant de multiples opacités nodulaires que vous voyez un peu dans les 2 champs pulmonaires qui sont évocatrices dans le contexte de métastases pulmonaires. Qui sont secondaires du cancer, du carcinome adénoïde kystique présenté par ce patient. Voilà. C'est une évolution typique du carcinome adénoïde kystique de faire une tumeur et puis 10 ans après des métastases. Vous n'avez pas à savoir ça. Vous faites bien attention quand vous avez une radio de thorax comme ça, d'analyser globalement, de bien regarder les 2 champs pulmonaires, de dire s'il y en a dans les 2 côtés, de dire qu'il y en a dans les 2 côtés. Quand il y a un côté, il faut toujours dire le côté. Quand il y en a dans les 2 côtés, il faut aussi dire qu'il y en a dans les 2 côtés. On va terminer le dossier. Il existe par ailleurs une douleur à l'œil gauche qui est rouge et larmoyant. On va vous demander d'interpréter un dernier examen complémentaire, qui est donc ici un examen à la lampe à fente avec un test à la fluorescéine. Vous mettez bien cette image dans l'œil parce que c'est typique d'un ulcère de cornée qui est donc probablement dans le contexte dû à un problème d'occlusion palpébrale lié à la paralysie faciale périphérique constituée par ce patient.
S'il y a un message que vous avez à retenir sur la paralysie faciale, c'est que vraiment le traitement, c'est les gouttes dans les yeux, les larmes artificielles. Donc c'est les visques par exemple, c'est pas du sérum physiologique, c'est quelque chose qui est un petit peu plus épais, qui va rester un peu plus longtemps dans l'œil. Une occlusion palpébrale nocturne avec un stéristrip. Bon, l'autokiné, c'est un peu en bonus, mais vraiment, l'obsession dans la paralysie faciale, c'est l'œil, parce que l'ulcère de cornée, c'est terrible, ça fait des lésions sur la cornée qui vont rester pour toujours et qui vont gêner la vision du patient pour toujours. Ça doit être votre obsession. Regardez bien cette image qui est typique.